En début d'après-midi, Kevin et Karim prennent un café sur une terrasse ensoleillée du centre-ville. Ils parlent football et se montrent les photos de leurs dernières conquêtes féminines et celles à venir en scrollant sur leur smartphone. Au même moment, dans un autre quartier à 2 kilomètres de là, dans sa chambre, Marco remonte la Kalachnikov roumaine qu'il a achetée en kit pour 300 € la veille dans le hall du bâtiment C, à côté de chez lui. Un tube en métal, une crosse en bois et une petite boîte métallique. En moins de 5 minutes, il y vient d'assembler le fusil d'assaut. Il le met dans son sac de sport et sort de chez lui. À la terrasse du café, on parle à présent business. La petite entreprise de Kevin et Karim est florissante. En proposant la vente de cannabis via les réseaux sociaux, ils ont élargi leur clientèle au quartier voisin. Tout bénef. En bas de son immeuble, un type attend Marco sur un scooter. Il lui tend un casque intégral à visière fumée. Sans un mot, Marco enfile le casque, monte derrière et le 2 roues démarre à toute allure. Quelques minutes plus tard, Marco passe à toute vitesse devant le café. Il lâche une rafale de 4 balles qui explose la vitrine derrière Kevin et Karim. Les 2 garçons sont blessés par des éclats de verre. Ils n'ont pas été touchés par le tir de Marco. Mais le message est clair. Vous n'êtes pas sur votre territoire. Dégagez. Podcast Story. Elle n'est pas très belle, elle n'est pas toute jeune, et pourtant, elle a des millions de fans. À 70 ans, elle a fait plus de victimes que Hitler et Staline réunis. Elle a été présente dans tous les conflits qui ont ensanglanté la seconde moitié du XXe siècle. Vietnam, Afghanistan, Sierra Leone, Nicaragua, Liban, et aujourd'hui à nos portes dans les quartiers des banlieues de toute l'Europe. Elle, c'est l'arme la plus répandue dans le monde, la Kalachnikov. Peu chère, facile d'utilisation et surtout résistante à tous les temps, cette meurtrière créée par un jeune sergent de l'armée rouge au début de la Seconde Guerre mondiale traverse les époques, passant de main en main sans prendre une ride. Voici le portrait d'une prouesse diabolique qui n'a pas rapporté un sou à son créateur. Tout commence en 1935. Mikhail Kalachnikov a 16 ans. Adolescent calme et curieux de nature, un matin, au détour d'une ruelle sombre de son village d'enfance, un copain lui remet en main un pistolet. Un vrai pistolet. Un Browning. Mikhail est immédiatement fasciné par cette arme. Il veut la démonter, la remonter et en étudier le moindre mécanisme. Devant le vieux miroir de sa chambre, il joue les gros bras en pointant le pistolet sur son reflet. Mais il va vite déchanter. Détenir une arme en URSS est strictement interdit. Trop peu discret, Mikhail fait le malin devant ses copains. Il exhibe son pistolet à la récré. La nouvelle tourne dans le village. Il se fait dénoncer et la milice débarque chez lui un matin en mode GIGN pour récupérer l'arme. C'est sans compter sur l'amour que Mikhail porte à son précieux. Tel Gollum et son anneau, il refuse de révéler sa cachette. Après des heures d'interrogatoires musclés, de fouilles et de menaces de la part de la milice, traumatisée, la famille de l'adolescent lui pose un ultimatum, la remise de l'arme ou l'exil. Ce sera l'exil. Au début des années 40, on retrouve le jeune Kalachnikov sous les drapeaux en Ukraine. Là-bas, il se distingue en mettant au point un compteur de kilométrage et de consommation pour les chars de combat. Grièvement blessé pendant la guerre, à l'infirmerie, il entend les soldats se plaindre que les Allemands possèdent des mitraillettes alors qu'eux leur font face avec de vieilles carabines désuètes. Non par amour pour sa patrie, mais guidé par un insatiable amour des armes, Mikhail décide de concevoir le fusil mitrailleur qui le rendra célèbre. Son idée de base est de concevoir un fusil mitrailleur plus léger et plus maniable que la mitraillette allemande. Pour les dessins et les plans, il se fait aider d'une jeune technicienne nommée Ekaterina, qui deviendra sa femme. Quelques soudures plus tard, fin 1946, l'arme, baptisée AK-47, est née. Elle utilise une munition inédite de calibre 7,62 qui permet de tirer loin et à un rythme soutenu.
Monsieur Kalachnikov est aux anges et voit déjà sa statue érigée sur la place rouge à Moscou. Mais l'armée refuse d'équiper ses millions de soldats avec une arme fabriquée dans un garage à vélo par un petit sergent-chef de province. Le moral de notre ingénieur est au plus bas. Son projet de fusil a du plomb dans l'aile. Mais contre toute attente, après mûre réflexion et n'ayant rien d'autre sous le coude, la hiérarchie militaire se ravise et lance le projet. C'est dans une ancienne usine de poêle à frire, au fin fond de l'Oural, que la production est lancée. En 1949, Kalachnikov remporte le prix Staline et l'armée rouge reçoit les premiers exemplaires de l'AK-47. C'est un bon début, mais pour l'instant, l'AK-47 n'est utilisé que pour les entraînements militaires. Il lui reste encore du chemin à faire pour détrôner la carabine Simonov qui équipe l'armée. Les Russes sont conscients du potentiel inouï de cette nouvelle arme et plutôt que de crier très fort au monde entier qu'ils ont trouvé leur Graal, ils préfèrent réserver l'effet de surprise pour les Américains, persuadés de leur supériorité en armement. Les Soviets sont tellement parano que lors des entraînements pour préserver le secret sur ces munitions, il est demandé à chaque soldat de récupérer les douilles. C'est durant l'insurrection de 1956 à Budapest que l'AK-47 fait ses premiers pas et surtout ses premières victimes. Elle choque les Occidentaux qui réalisent alors l'avance prise par les Soviétiques. Le 17 août 1962, Peter Fechter, un maçon de 18 ans, est abattu à Berlin-Est par les gardes frontières de RDA alors qu'il essayait de franchir le mur pour gagner Berlin-Ouest. La police de l'Ouest et les gardes frontières des alliés de Checkpoint Charlie n'ayant pas l'autorisation d'intervenir, il restera au sol, agonisant au pied du mur, sans secours. Les gardes frontières étaient équipés d'une Kalachnikov. L'émotion mondiale qui s'ensuivra fera une immense publicité à cette arme qualifiée de rouge en référence à son pays producteur. L'AK-47 est devenu le symbole de la séparation entre deux mondes. Désormais, les armées du bloc de l'Est sont toutes équipées de Kalachnikov. L'Allemagne de l'Est sort un modèle à crosse pliable. La Roumanie et la Hongrie un autre, avec une deuxième poignée. La Pologne propose carrément un modèle capable de lancer une grenade. Certaines versions améliorent les performances de l'original, mais d'autres proposent des modèles dont la qualité laisse à désirer. Si les Chinois sont parvenus à reproduire l'original au boulon près, la pire copie est, selon les spécialistes, la version roumaine. En la découvrant, un expert aurait déclaré que le génie de Mikhail Kalachnikov était pratiquement mort dans les réincarnations des ingénieurs roumains. Cela n'a pas empêché les Roumains de les brader sur de nombreuses zones de conflit, notamment au Moyen-Orient, où ces utilisateurs les voyaient se désintégrer au bout de 3 jours d'exploitation. Le brevet de fabrication à peine sorti du bloc soviétique, la Chine se lance dans la production du fusil mitrailleur à grande échelle et fournit les soldats du Viet Cong pendant la guerre contre les Américains. Plus efficace que n'importe quelle campagne de pub, la Kalash est désormais célèbre autour du globe. Et du fait du statut rebelle des guerriers asiatiques, ce ne sont pas les grandes nations qui passent commande, mais tous les dictateurs, groupes terroristes et brigands du monde entier qui en font leur symbole de leur lutte. Du Liban à l'Afghanistan, en passant par les FARC colombiens, la Kalash devient le doudou des méchants. Plus fort, dans les années 80, l'AK-47 apparaît sur les blasons du Zimbabwe, du Burkina Faso et du Timor oriental. La Kalash a aujourd'hui colonisé nos banlieues sensibles. Elle est devenue le gun qu'il faut posséder pour contrôler l'économie souterraine des cités, régner sur le trafic de stupes, sécuriser les échanges de drogue et d'argent et, éventuellement, régler les comptes en cas de différend commercial. Certains gangs vont jusqu'à exhiber leur Kalash sur Internet pour faire savoir aux rivaux que le groupe dispose d'une importante puissance de feu pour défendre sa cage d'escalier. Les braqueurs ne sont pas en reste. Lors des hold-up dans les banques, les boutiques de luxe ou lors des attaques de fourgons blindés, la Kalash permet d'effrayer les gardes armés de simples pistolets. D'autant que les projectiles de ce fusil d'assaut percent la plupart des gilets pare-balles.
Et si, d'aventure, la police intervient, il faut alors plus que de simples gardiens de la paix pour arrêter des voyous prêts à descendre leurs poursuivants au risque de blesser ou tuer des passants. Une question demeure. Comment ces armes se sont retrouvées entre les mains des dealers dans les cages d'escalier de nos banlieues? Tout vient de la guerre de l'ex-Yougoslavie dans les années 90. La Kalachnikov a été largement utilisée par tous les belligérants. Les Serbes ont même créé leur propre usine de fabrication. On estime qu'il reste pas moins de 6 millions d'armes, dont une majorité d'AK-47 en circulation en Europe depuis le conflit de l'ex-Yougoslavie. Pour info, aujourd'hui, on compte une Kalachnikov pour 70 personnes dans le monde. Le succès de la Kalash tient en 3 points. D'un point de vue technique, le fusil automatique Kalachnikov est léger, portable et bon marché. Il ne s'enraye quasiment jamais, même dans les conditions les plus extrêmes. Chaleur tropicale, froid arctique, marécage, désert. Sa simplicité est telle que des écoliers peuvent le démonter et le remonter en moins de 30 secondes, dit-on. Ensuite, le prix. En 2017, l'ONG Global Financial Integrity a voulu estimer le coût moyen d'une Kalachnikov au marché noir. Une arme d'origine s'obtenait contre $600 en Afghanistan, là où une contrefaçon mexicaine était vendue à seulement 150, alors que le M16, l'équivalent américain, coûte jusqu'à 10 fois le prix pour une fiabilité moindre. Les munitions aussi. Elles sont plus puissantes et leur poids implique aussi qu'elles conservent plus longtemps cette énergie sur trajectoire, avec à l'arrivée un impact très supérieur à celui de ses concurrentes occidentales. C'est entre autres cette différence de puissance qui expliquera le succès de l'arme par rapport à la M16 américaine. Et enfin, son succès, elle le doit aussi à sa disponibilité. Aujourd'hui, environ 100 millions de Kalachnikov ont été fabriqués dans le monde contre 8 millions de M16. À l'arrivée, à qui profite ce monstrueux business ? Certainement pas à son créateur, puisque Mikhail Kalachnikov n'a pas touché 1 rouble de son œuvre maléfique. L'armée russe lui a tout simplement réquisitionné son brevet et l'a gentiment remercié. Cependant, il a été érigé en héros du travail socialiste par l'URSS. Il a reçu de multiples distinctions et un timbre à son effigie a même été imprimé par la poste russe après son décès. En 2017, Moscou a érigé une statue en son honneur. En compensation pécuniaire, sur la fin de sa vie, l'inventeur a quand même réussi à toucher quelques royalties sur les ventes de produits dérivés. Car oui, la Kalachnikov est une arme meurtrière, mais aujourd'hui, c'est aussi une marque. Et une marque qui rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Même si la production est délocalisée à travers le monde, le brevet du fameux fusil mitrailleur est passé dans le domaine privé après le démantèlement de l'URSS entre les mains de la société russe Izmash. Cette petite entreprise qui, à la base, fabriquait des mobylettes, a fait un chiffre d'affaires de 267 millions de dollars en 2018, et pas grâce aux mobylettes. D'ailleurs, en 2018, Kalachnikov a présenté un modèle électrique. Pas un modèle de mitraillette, mais de voiture. Une voiture au look rétro équipée d'un moteur électrique. Mais ce n'est pas tout. Avec un tel produit entre les mains, le service marketing de Izmash s'est fait plaisir. Sur n'importe quel site marchand du web, on trouve tout un tas de produits dérivés Kalachnikov. Des mugs, des t-shirts, des lampes de chevet, de la vodka, des bougies et même des bodys pour bébés. Mais le plus beau, cela reste quand même la boutique officielle de produits dérivés Kalachnikov qui a ouvert ses portes, tenez-vous bien, à l'aéroport de Moscou en 2016. On peut même y acheter des répliques ultra réalistes du fusil. Les médias aussi ont joué leur rôle pour faire de la Kalachnikov une star. Au cinéma, elle a joué aux côtés des plus grands du grand écran. Mesrine, James Bond, Tony Montana. Elle tient le premier rôle dans le célèbre God of War avec Nicolas Cage. Même Madonna a exhibé une Kalachnikov sur scène pendant un concert en Israël en déclarant
S'il y a la paix au Moyen-Orient, il peut y avoir la paix dans le monde entier. Et plus récemment, un film russe, Kalachnikov, est sorti en 2020 pour les 100 ans de la naissance de son papa. Notre fusil mitrailleur est aussi la star des clips et des vidéos sur les réseaux sociaux. Objet culte des bad boys du rap et véritable extension du pénis masculin, elle apparaît régulièrement aux mains des chefs de gang qui veulent en découdre avec leurs voisins. En France, on a même un groupe de rap, le groupe Kalash. La Kalash a aussi son fan club. Nombreux sont les VIP qui ont posé avec elle. Fidel Castro, Hugo Chavez, Steven Seagal, la star du basket russe Kirilenko et Vladimir Poutine, évidemment. Enfin, côté petit écran, il suffit de regarder les infos 5 minutes pour être sûr de voir un AK-47. Les attachés de presse actuels du fusil étant les talibans fraîchement revenus en Afghanistan. Après tout ça, vous allez me dire, où se procurer une Kalachnikov ? Le maire de Marseille, Benoît Payan, a déclaré que dans sa ville, on peut acheter une Kalachnikov comme on achète un pain au chocolat. Sachez qu'il est possible d'acheter cette arme et de se la faire livrer de manière légale en quelques clics. Des Kalachnikov qui ne fonctionnent plus, elles ne peuvent plus tirer. Par exemple, le canon a été bouché ou percé, la culasse soudée, etc. Sur les sites, les modifications subies par les armes sont précisées. A priori, si la Kalachnikov a été neutralisée dans les règles de l'art, en France, l'arme ne représente plus de danger. Mais le problème, c'est que les normes de neutralisation sont différentes d'un pays à l'autre. Certaines réglementations sont plus souples, si bien qu'il est parfois possible de remettre une Kalachnikov en état de marche. Ça, c'était la version Google. Pour la version Darknet, là, c'est une autre histoire. Si vous maîtrisez le côté obscur du net, vous pourrez y trouver le fusil mitrailleur pour 500 €. Dans la rue, en France, les prix oscillent entre 1 500 et 3 000 € pour une arme en bon état. Voilà pour le côté shopping. Maintenant, voyons comment ça se passe du côté du droit. Il est évidemment interdit de posséder une arme de guerre chez soi. Maintenant, si vous vous promenez dans la rue en possession d'un fusil AK-47, vous risquez 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Les peines peuvent monter à 10 ans et 500 000 € en cas de récidive. Avant de mourir, le 23 décembre 2013, Mikhail Kalachnikov a déclaré « Je l'ai faite pour protéger la mère patrie. » Et ensuite, ils ont répandu l'arme à travers le monde. Pas par mon choix. Alors, c'était devenu comme un génie hors de sa bouteille. Elle commença à marcher par elle-même dans des directions que je ne voulais pas. Aujourd'hui, la société Kalachnikov appartient à l'ancien ministre adjoint des Transports, Alan Louchnikov, qui l'a racheté pour 13 millions de dollars l'année dernière. La société Kalachnikov fabrique aujourd'hui 95% des armes légères en Russie. Elle fabrique aussi des drones, capables, grâce à une intelligence artificielle, de détecter s'il doit tirer ou pas. La firme reste, quoi qu'il en soit, propriété d'une entreprise publique d'armement à hauteur de 25%. Kalachnikov est russe et doit le rester. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.